entrer dans l'ère de la finance globalisée. Leur méthode? Contourner le souverain monétaire, déléguer la création de dettes aux acteurs privés, faire confiance au marché. Résultat, une dépendance structurelle, irréversible. Chaque gouvernement suivant hérite de cette contrainte, droite ou gauche, peu importe, socialiste ou libéral, tous prisonniers. La dette devient le fil invisible qui limite toute ambition politique, le carcan, la frontière du possible. Voulez-vous investir massivement dans l'éducation? Impossible. La dette est trop haute, les marchés s'inquiètent. Voulez-vous baisser les impôts? Difficile. Il faut d'abord rembourser. Rassurer les créanciers. Voulez-vous financer la transition écologique? Attendez. Les marchés doivent d'abord approuver, vérifier la soutenabilité. Qui décide vraiment? Les agences de notation Moody's, Standard & Poor's, Fitch. 3 entreprises privées. Elles évaluent la solvabilité des États souverains. Une mauvaise note augmente automatiquement les taux d'intérêt. Une bonne note rassure les investisseurs et baisse les coûts. Mais qui note les notateurs? Personne. Qui contrôle les contrôleurs? Personne. Ces agences sont privées, américaines pour la plupart, payées par ce qu'elles notent. Un conflit d'intérêts structurel. Conflit d'intérêts? Officiellement, non. Juste un service objectif rendu au marché. Regardez le Royaume-Uni attentivement. Hors zone euro depuis toujours. Souverain monétairement. Sa banque centrale peut financer l'État si nécessaire. Regardez le Japon. Dette publique à 260% du PIB. Record mondial absolu. Mais elle est détenue à 90% par des créanciers japonais. Taux d'intérêt négatif pendant des années. Aucune crise. La France, elle, doit constamment séduire les marchés financiers internationaux. Rassurer les investisseurs étrangers. Prouver son sérieux. Un déficit public jugé trop élevé. Les taux d'emprunt montent immédiatement. Sanctions instantanées. Une réforme structurelle jugée insuffisante. Les marchés sanctionnent. Les spreads obligataires s'écartent dangereusement. Des élections aux résultats incertains qui inquiètent. Les capitaux fuient préventivement, avant même le vote. Alors posons à nouveau la question frontalement. Qui gouverne vraiment la France? En 2024, le gouvernement français négocie d'abord son budget avec la Commission européenne, à Bruxelles, avant même de le présenter à son propre Parlement national. Bruxelles impose des règles budgétaires strictes. Déficit public sous la barre des 3%. Dette publique sous les 60%. Réforme structurelle obligatoire. La France dépasse largement ces 2 critères depuis des années. Mais elle promet, elle s'engage, elle ajuste à la marge, elle repousse les échéances. Pendant ce temps, inexorablement, la dette continue d'enfler année après année. Le système tout entier est précisément conçu pour perpétuer la dette, pas pour l'éteindre, jamais pour l'annuler. Et cela arrange parfaitement certains acteurs économiques puissants. Les grandes banques gagnent confortablement sur les intérêts versés. Les fonds d'investissement sécurisent leurs placements les plus sûrs. Les agences de notation justifient leur existence et leurs tarifs. Tout le monde y trouve son compte, sauf un acteur, le contribuable ordinaire. Mais le contribuable moyen ne comprend pas toujours ces mécanismes. La dette publique semble abstraite, lointaine, virtuelle même, jusqu'au jour précis où elle justifie concrètement une coupe budgétaire brutale, une hausse d'impôts supplémentaires, un gel prolongé des salaires, une fermeture d'hôpital. Alors, là, soudainement, elle devient très concrète, douloureusement tangible. Retour définitif à 1969, année absolument charnière, point de bascule. Pompidou incarne parfaitement cette transition historique, de la haute banque privée vers le sommet de l'État, ou plutôt de l'État républicain vers la logique bancaire privée. Car en réalité, c'est pas l'État qui prend le dessus. C'est la logique bancaire et financière qui s'installe durablement au sommet de l'appareil d'État.